Un syndic de copropriété a détruit des arbres centenaires sans imaginer qu'il affronterait l'adjointe au maire, chargée de l'environnement. Quand les tronçonneuses ont fait taire les arbres fruitiers que j'ai cultivés pendant 30 ans, une guerre silencieuse a commencé. Entre documents falsifiés, alliances inattendues et représailles cruelles, une communauté entière s'est réveillée à l'importance de la nature. Une histoire de résistance, de justice et de renouveau qui va inspirer votre lutte pour ce en quoi vous croyez. Préparez-vous à être ému. Vous êtes-vous déjà réveillé avec le bruit de tronçonneuses détruisant quelque chose que vous aimez? Je me suis réveillé. Et ce n'était pas un cauchemar. C'était la maudite réalité qui s'imposait. Dès 7h15, un mercredi ordinaire, qui s'est transformé en le jour où j'ai perdu une partie de mon âme. Par la fenêtre de mon appartement en rez-de-chaussée, j'ai vu 3 brutes en uniforme sale couper les 3 arbres fruitiers centenaires que j'avais cultivés pendant 30 ans dans le jardin. 30 ans. Vous savez combien de temps c'est? C'est presque un tiers de ma vie dédiée à arroser chaque feuille, tailler chaque branche, récolter chaque fruit de ces arbres majestueux. Et en 15 minutes, 15, elles sont devenues des souches inanimées sur le sol. Je me suis toujours considérée comme une femme de principe. Depuis jeune, j'ai cru que la nature devait être non seulement préservée, mais vénérée, surtout dans ces blocs de béton que nous appelons villes. Je suis aussi connue pour ma patience légendaire, une caractéristique qui m'a menée au poste d'adjointe au maire chargée de l'environnement à 65 ans, après des décennies comme professeur de biologie. Mais à ce moment-là, mes chéris, toute ma diplomatie acquise au fil des ans s'est évaporée comme la rosée sous la chaleur de l'été. J'ai enfilé les premières pantoufles que j'ai trouvées, je n'ai même pas peigné mes cheveux gris et je suis sorti en courant dans le jardin encore en pyjama, moi qui ne sors jamais de chez moi sans rouge à lèvres. J'ai crié qu'ils arrêtent immédiatement cette barbarie. Les hommes ont hésité un instant. Les tronçonneuses se sont tues brièvement, mais sont vite revenues à leur symphonie infernale. Ordre du syndic, a murmuré l'un d'eux, lâche, sans le courage de me regarder dans les yeux. Lâche, comme tous ceux qui détruisent la nature sans défense. Notre copropriété, ironiquement appelée Résidence des Lilas, de jardin, il ne reste plus que le nom, mes chéris, avait élu un nouveau syndic il y a seulement 3 mois. Robert Dubois, un entrepreneur à la retraite de 58 ans, avec ce genre de sourire qui n'existe que dans les publicités pour dentifrice. Un homme qui a promis de moderniser l'endroit. Moderniser. Ah! Depuis quand la modernisation signifie-t-elle décimer des arbres fruitiers qui nourrissaient les oiseaux, la faune locale et apportèrent de la vie à notre désert vertical de béton? L'une de mes caractéristiques les plus marquantes, outre l'entêtement hérité de ma grand-mère italienne, est la détermination. Quand je décide quelque chose, je vais jusqu'au bout. Demandez à n'importe lequel de mes ex-maris, et il y en a eu 2. À ce moment-là, j'ai décidé que ce syndic présomptueux apprendrait une leçon sur le respect de l'environnement qu'il n'oublierait jamais. J'ai gravi les 12 étages par les escaliers avec assez d'adrénaline pour ignorer mon arthrite. Je suis arrivé à son appartement essoufflé, mais avec dignité. J'ai sonné à la porte avec insistance, comme si mon index pouvait transmettre toute mon indignation à travers ce bouton. Il a répondu impeccablement vêtu, veste et cravate à 7h30 du matin. Qui s'habille ainsi si tôt s'il n'a rien à cacher? Ah, la dame des arbres, dit-il avec un dédain si visible que je pouvais presque le toucher. Il fallait les couper. Ils salissaient trop le jardin. Et le règlement ne permet pas les arbres qui dépassent 2 mètres. Règlement? Règlement? Depuis quand les règlements internes priment-ils sur les lois municipales? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ajusté mes lunettes sur mon nez et j'ai répondu avec un calme que je ne savais même pas pouvoir feindre à ce moment-là. Ces arbres étaient protégés par une loi municipale que j'ai moi-même rédigée et signée. Votre ignorant. Monsieur le syndic, ai-je répondu, vous venez de détruire des spécimens catalogués par le service de l'environnement. C'est là que j'ai sorti mon atout, littéralement. J'ai sorti de la poche de mon pyjama fleuri mon badge officiel. Son sourire plastifié a fondu comme glace sur l'asphalte brûlant quand j'ai montré mon identification. Adjointe à l'environnement? Personne ne m'a informé. Et vous savez quoi? Personne n'avait besoin de l'informer. La loi est là pour être connue de tous, surtout par ceux qui se proposent d'administrer des propriétés avec des espaces verts. Nul n'est censé ignorer. La loi, comme disait ma défunte mère, qu'elle repose en paix. Là a commencé une bataille qui durerait exactement 1 an et transformerait notre paisible copropriété en un champ de bataille de guerre froide.
D'un côté, les préservationnistes, dirigés par moi. De l'autre, les modernisateurs, commandés par le syndic au sourire faux et au caractère douteux. Une guerre sans violence physique, c'est vrai, mais pleine de manœuvres astucieuses, d'alliances inattendues et de révélations qui feraient passer une série télévisée populaire pour un programme pour enfants. Le premier mois après le massacre de mes arbres fruitiers, le syndic a tenté de m'intimider. Une tactique aussi vieille que les arbres qu'il a détruites. Il m'a envoyé une notification officielle pleine de considérants et en vertu de ses attributions, alléguant que les plantes restantes de mon jardin envahissaient les parties communes et exigeant leur enlèvement sous 48 heures. Le document se terminait par une menace voilée d'amende journalière. J'ai répondu à la hauteur. J'ai préparé un rapport technique complet du service avec photos, mesures et avis de 3 spécialistes différents prouvant que mon jardin non seulement était conforme aux normes, mais était un exemple de gestion durable en zone urbaine. J'ai également joint un document détaillant que les arbres coupés constituaient un crime environnemental avec une amende potentielle de 10 000 €. Je l'ai remis personnellement, avec un sourire aussi faux que le sien. « Vous prenez ça personnellement », dit-il, feuilletant le document sans vraiment lire. « Non, mon cher, je le prends sur le plan légal, et croyez-moi, c'est bien pire. » C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cette bataille. Madame Claire Bernard, une veuve de 82 ans du 2e étage, propriétaire de 7 chats et d'une mémoire enviable, est venue me voir. Elle a frappé à ma porte un dimanche après-midi, apportant un vieil album de photographies, de ceux avec une couverture en cuir et des pages jaunies. « Regardez ce que j'ai gardé toutes ces années », dit-elle, montrant des photos des arbres fruitiers en fleurs prises au fil des décennies. Il y avait des images d'enfants, aujourd'hui adultes, grimpant aux branches, d'oiseaux faisant leur nid, même une fête d'anniversaire organisée à l'ombre des arbres dans les années 90. Mes chats adorèrent se coucher sous ces arbres, dit-elle avec des larmes dans les yeux, encadrée par des lunettes plus grandes que son visage menu. Je veux aider à rendre justice. Madame Claire Bernard est devenue ma première alliée, et nous avons rapidement formé le comité de préservation de la résidence des Lilas autoproclamé. Le nom était trop pompeux pour un groupe qui, au début, se composait d'une vieille dame avec 7 chats, d'une adjointe à l'environnement en pyjama et de 3 enfants du 5e étage qui se sont joints à la cause parce que nous leur avons promis de replanter des arbres fruitiers. Lors de la première réunion de copropriété après l'incident, le syndic a présenté son grand projet de modernisation. C'était une présentation PowerPoint avec tant d'effets spéciaux qu'elle ressemblait plus à un film hollywoodien qu'à un plan de copropriété. Le projet comprenait le remplacement de toutes les zones vertes par des jardins de pierre colorés et des plantes artificielles. Oui, vous avez bien entendu, artificielles. En plein XXIe siècle, avec toute la crise climatique que nous affrontons, nous économiserons l'eau et l'entretien, a-t-il argumenté, recevant les applaudissements de plusieurs résidents, principalement ceux qui habitent dans les étages supérieurs et ne descendent jamais sentir l'herbe sous leurs pieds. À ce moment-là, j'ai demandé la parole. Le syndic a hésité, mais ne pouvait pas me refuser ce droit devant tout le monde. Je me suis levé, j'ai ajusté mon foulard autour du cou. J'en porte toujours un pour les réunions importantes. Ça me donne confiance. Et j'ai présenté une contre-proposition. Un projet de jardin durable qui réduirait la facture. D'eau de 30% en utilisant des systèmes de récupération d'eau de pluie pour l'arrosage. De plus, ai-je ajouté avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, notre copropriété pourrait devenir la première de la région à recevoir le label bâtiment vert, ce qui augmenterait la valeur marchande de tous les appartements d'au moins 15%. Cela a capturé l'attention même des plus désintéressés. Parce que s'il y a une chose que chaque propriétaire aime plus qu'économiser, c'est valoriser son bien immobilier. J'ai vu le syndic ajuster sa cravate, visiblement mal à l'aise. En coulisses, la guerre continuait. J'ai commencé à enquêter sur le passé de notre syndic. Non par vengeance, entendez-moi bien, par précaution. Ma petite fille dit toujours « Mamie, connais tes ennemis mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes ». Et savez-vous ce que j'ai découvert après 3 mois? Que notre estimé monsieur Robert Dubois avait une entreprise paysagiste enregistrée au nom de son épouse. Et devinez qui il prévoyait d'engager pour réaliser les rénovations dans la copropriété. Bingo! C'était un conflit d'intérêts si évident que même mon perroquet de 30 ans aurait pu l'identifier. J'ai rassemblé les preuves, statuts sociaux, propositions de devis préliminaires, tout, et je les ai exposés lors d'une assemblée générale extraordinaire
que j'ai demandé avec une pétition. Le syndic propose que nous engagions une entreprise qui appartient à sa famille, sans appel d'offres et sans présenter de devis alternatif. Ai-je expliqué calmement, distribuant des copies des documents. Cela, en plus d'être contraire à l'éthique, peut constituer une faute de gestion et un enrichissement illicite. Le jargon technique impressionne toujours, mes chéris. Plusieurs résidents ont changé de camp à ce moment-là, renforçant notre cause. Le syndic, rouge comme une tomate, a seulement murmuré quelque chose sur l'absence d'empêchement légal et les meilleurs prix du marché. Au 5e mois de notre guerre froide de la copropriété, j'ai reçu une proposition inattendue. Le syndic m'a appelé pour un café dans la salle des fêtes, territoire neutre. Il est apparu avec un porte-documents en cuir véritable et un sourire qui essayait de paraître conciliateur, mais ressemblait plus à un crocodile de publicité pour dentifrice. « Madame Hélène Martin », a-t-il commencé, utilisant un ton presque paternel qui m'a donné des frissons, « nous sommes des gens intelligents et matures. Nous pouvons résoudre nos différends sans tout ce désagrément. » Il a ouvert le porte-documents et a montré un projet modifié, qui incluait peu de mes suggestions écologiques. « Nous pouvons travailler ensemble », a-t-il dit avec ce sourire forcé. « Vous retirez vos plaintes, j'implémente certaines de vos idées. Tout le monde y gagne. » J'ai siroté lentement mon café, l'observant par-dessus mes lunettes de lecture. « Vous savez, monsieur Robert, pendant mes années d'enseignante, j'ai appris à reconnaître quand un élève essaie de me manipuler pour échapper à un examen difficile. J'ai rendu le projet sans même feuilleter les pages suivantes. Les principes ne sont pas négociables, pas même pour tout le petit café gourmet du monde. La tension a escaladé dramatiquement quand au 6e mois, je me suis réveillé un matin et j'ai trouvé mon jardin complètement détruit. Toutes les plantes arrachées, la terre retournée comme si un tracteur était passé par là. Mon petit paradis particulier, qui avait partiellement survécu au massacre des arbres fruitiers, ressemblait maintenant à une zone de guerre. Les caméras de sécurité, elles ont, coïncidence, fait défaut cette nuit-là. Le concierge, et il a coïncidence dû s'absenter pour une urgence familiale pendant 2 heures, précisément les 2 heures pendant lesquelles le vandalisme a eu lieu. Trop de coïncidences à mon goût, et je ne crois plus aux coïncidences depuis que j'ai découvert que mon premier mari, coïncidence, travaillait toujours tard quand la secrétaire restait aussi. Les résidents ont été choqués par cette représaille évidente. Même ceux qui ne s'impliquaient normalement pas dans les affaires de copropriété ont commencé à prendre parti, mon parti. Parce qu'une chose est de ne pas être d'accord sur la taille des arbres ou le type de jardin. Une autre, complètement différente, et de promouvoir un vandalisme lâche contre une dame aux cheveux blancs. J'ai reçu des visites de solidarité de presque tous les étages. Madame Claire Bernard a apporté ses chats pour inspecter la scène du crime, comme elle l'a dit elle-même. Les enfants du comité ont fait des affiches de protestation qui ont été collées dans l'ascenseur, à la fureur du syndic. Il les a retirées personnellement 3 fois en une seule journée. Au 8e mois de cette saga, nous avons eu la traditionnelle fête de quartier de la copropriété, une célébration qui a failli être annulée par le syndic sous prétexte de maîtrise des dépenses, mais maintenue après des protestations. Véhémente menée par Madame Claire Bernard, qui a menacé de lâcher ses 7 chats dans son appartement si la fête était annulée. Une menace inoffensive mais efficace. Pendant la fête, avec le vin chaud coulant à flot et les cœurs plus ouverts, a eu lieu le premier grand rebondissement de notre drame de copropriété. Adrienne, une résidente discrète du 8e, étage que nous connaissions à peine, est venue me voir avec une révélation explosive. Travaillant comme graphologue à la police judiciaire, elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans les procès-verbaux d'assemblée récentes. Ces signatures, dit-elle, me montrant des copies qu'elle avait gardées, beaucoup sont falsifiées. Regardez les traits, la pression du stylo, l'inclinaison. Au moins 8 signatures ont été faites par la même. Personne. Falsification de documents. Le syndic avait forgé des approbations pour ses travaux. Tout prenait sens maintenant. La rapidité avec laquelle il parvenait à faire approuver ses propositions, même lorsque plusieurs résidents exprimaient leur désaccord. « Je peux préparer un rapport technique », a proposé Adrienne, « mais il me faudra les signatures originales pour comparaison. » C'est là que M. Gérald Thomas, concierge de l'immeuble depuis 25 ans, est apparu discrètement à nos côtés. Un homme si silencieux que nous oublions parfois sa présence, mais qui connaissait chaque coin, chaque secret de cet immeuble. « Madame, Hélène Martin, dit-il à voix basse,
J'ai gardé avec moi des copies de tous les documents importants des 10 dernières années, y compris les fiches de signature originales des résidents. Le syndic ne le sait pas. Monsieur Gérald Thomas, le gardien silencieux des mémoires de notre copropriété, devenait maintenant une pièce maîtresse de notre puzzle. Et il avait plus à dire. Nous nous sommes retrouvés dans ma cuisine le lendemain matin. Moi, Madame Claire Bernard, sans les chats cette fois, Adrienne la graphologue, et Monsieur Gérald Thomas. Sur la table, outre un gâteau au yaourt que je venais de sortir du four, il y avait des dossiers et encore des dossiers de documents. Il n'a pas seulement falsifié des signatures, a révélé Monsieur Gérald Thomas, montrant des reçus et des ordres de service, il a aussi surfacturé les réparations et rénovations. Il a acheté des matériaux de 3e qualité et les a facturés comme s'ils étaient de première. Et le pire, la différence a été utilisée pour faire une rénovation complète dans son appartement. Comment le savez-vous? Ai-je demandé, impressionné par la quantité de preuves. Parce que c'est moi qui ai transporté les matériaux là-bas, pensant que c'était pour le service de la copropriété. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que c'était faux. Mais j'avais peur de perdre mon emploi si je disais quelque chose. Pendant ce temps, mon jardin dévasté commençait à renaître. Non par intervention divine, mais par l'action coordonnée. Des résidents qui, un dimanche ensoleillé, sont apparus avec des plants, des graines et des outils de jardinage. Une action de guérilla verte qui a transformé le vandalisme en une opportunité de renouveau. Les enfants du comité ont mené l'opération Raviver le jardin, chacun responsable d'une section. Même des résidents que je connaissais à peine de vue sont venus aider. En quelques heures, mon petit espace était replanté d'espèces indigènes locales, beaucoup plus diversifiées qu'auparavant. On va voir s'il va détruire ça maintenant, dit Madame Odette Laurent, une dame de 90 ans arrivée appuyée sur sa canne et insistant pour planter un marronnier personnellement. Au 10e mois, le syndic, sentant certainement le sol se dérober sous ses pieds, a fait sa manœuvre la plus désespérée et franchement la plus ridicule. Il a convoqué un vote pour m'expulser de la copropriété, alléguant que je perturbais la paix et incitais à la discorde parmi les résidents. L'Assemblée générale, convoquée pour un samedi après-midi, s'est transformée en un véritable tribunal improvisé. D'un côté, le syndic avec son costume impeccable et son porte-document de documents officiels. De l'autre, moi en robe fleurie et mon foulard inséparable autour du cou, entouré de ce qui était maintenant une armée d'alliés. Le syndic a présenté ses accusations avec la pompe d'un procureur de série télévisée en soirée. Interruption constante de la routine de la copropriété, harcèlement de l'administration, usage abusif de titres officiels pour intimidation. Alors qu'il semblait que je pourrais réellement perdre, car le vote s'annonçait serré, la porte de la salle, des fêtes s'est ouverte avec un fracas dramatique. C'était Marianne, la petite fille de 32 ans de Madame Claire Bernard, avocate spécialisée en droit de l'environnement qui travaille au parquet. Elle est entrée comme une tempête tropicale, porte-documents au poing, talons claquant sur le parquet. Bon après-midi à tous, je suis Dr Marianne Leroy et je suis ici avec une injonction judiciaire, a-t-elle annoncé, remettant un document officiel au syndic avec un geste théâtral qui aurait fait pâlir d'envie n'importe quelle actrice. Ce document empêche toute action d'expulsion contre Madame Hélène Martin, basée sur le droit constitutionnel au logement et la claire caractérisation de harcèlement. Le syndic a pâli, feuilletant le document de main tremblante. L'Assemblée a éclaté en murmures. Marianne n'avait pas terminé. De plus, je formalise une plainte auprès du parquet concernant les crimes environnementaux commis dans cette copropriété, la falsification de documents et le détournement de fonds. Je suggère que vous suspendiez ce vote absurde, à moins que vous ne vouliez ajouter l'entrave à la justice à la liste. Je n'ai jamais vu une assemblée de copropriété se terminer aussi rapidement. Et je ne me suis jamais senti aussi fier de voir comment une injustice personnelle s'était transformée en une cause collective. Au 11e mois de notre saga, alors que les enquêtes officielles se déroulaient sous secret de l'instruction, nous avons décidé de changer de tactique. Au lieu de simplement attaquer, nous avons décidé d'éduquer. Nous avons organisé une exposition dans la salle des fêtes avec de vieilles photos de la copropriété, montrant comment les espaces verts faisaient partie de son histoire depuis son inauguration en 1975. Intitulée « Mémoire verte de la résidence des Lilas »,
L'exposition s'est transformée en un événement communautaire émouvant. Beaucoup de résidents âgés qui sortaient rarement de leurs appartements sont descendus partager des histoires sur la façon dont ils ont élevé leurs enfants jouant sous ces arbres, comment ils ont célébré des anniversaires, comment ils ont trouvé du réconfort dans la nature dans les moments difficiles. Sous ce marronnier qui était là, a montré M. Joachim Dubois, 94 ans, résident de l'immeuble depuis l'inauguration, j'ai demandé ma femme en mariage. Elle est partie maintenant, mais l'arbre était là pour me rappeler ce jour, jusqu'à récemment. Nous avons enregistré tous les témoignages et créé un petit documentaire qui a été projeté lors de l'exposition elle-même. Le syndic, naturellement, n'est pas venu, mais nous avons appris par M. Gérald Thomas qu'il a regardé l'enregistrement plus tard, seul, quand il pensait que personne ne le voyait. Avions-nous touché une corde sensible dans ce cœur endurci? J'en doutais à l'époque. Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr. Finalement, après 12 mois exacts de cette fatidique matinée où je me suis réveillé au son des tronçonneuses, est arrivé le moment de l'élection d'un nouveau syndic. Le mandat de 2 ans de Robert avait été écourté après la confirmation des irrégularités financières, qui l'ont conduit à démissionner pour éviter une procédure formelle. À ma complète surprise, plusieurs résidents sont venus m'encourager à me présenter. Moi qui ai toujours préféré m'occuper des plantes plutôt que des tableurs. J'ai hésité au début. Mon travail au service prenait beaucoup de temps, et à 66 ans, je rêvais plus de retraite que de nouveaux défis administratifs. Réfléchissez. Bien, Madame Hélène Martin, a insisté Adrienne, la graphologue. Qui mieux pour reconstruire notre copropriété que celle qui a tant lutté pour la préserver? De plus, a ajouté Madame Claire Bernard avec un sourire malicieux, vous avez déjà prouvé que vous avez plus d'énergie que nous tous réunis. J'ai fini par accepter, plus par sens de responsabilité que par désir personnel. J'ai concouru contre 2 autres candidats. Monsieur Paul Dubois du 7e étage, un comptable à la retraite avec des propositions solides mais sans charisme, et surprise des surprises, l'ancien concierge Antoine Lefebvre lui-même, qui avait été injustement licencié par le syndic précédent et revenait maintenant comme résident après avoir acheté un petit appartement en rez-de-chaussée. Le vote a été serré, mais j'ai gagné par 15 voix. Dans mon discours d'investiture improvisé, j'ai tenu à ne pas mentionner les rancœurs passées. Au lieu de cela, avec la sagesse que seules les années nous donnent, j'ai présenté un plan sur 5 ans pour transformer la résidence des Lilas en la première copropriété autosuffisante de la ville, avec énergie solaire, compostage et une pépinière communautaire. Nous ne faisons pas que récupérer ce que nous avons perdu, ai-je dit, observant les visages attentifs autour de moi. Nous construisons quelque chose de mieux à laisser à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Parce qu'une copropriété n'est pas seulement un ensemble de murs et de toits, c'est un petit écosystème où vies humaines et naturelles peuvent et doivent coexister en harmonie. Mon premier acte en tant que syndic, vous n'avez même pas à deviner. J'ai organisé une cérémonie spéciale pour planter 3 nouveaux arbres fruitiers à l'emplacement des anciens. Ce ne seront pas les mêmes, bien sûr. Les arbres centenaires ne se remplacent pas du jour au lendemain, mais ils seraient le symbole d'un nouveau départ, d'une blessure transformée en leçon. Chaque résident a été invité à ajouter une poignée de terre autour des plants. Des nourrissons dans les bras de leurs parents aux messieurs et dames appuyés sur des cannes et des déambulateurs, tous ont participé. Même Robert, l'ancien syndic, est venu, silencieux et visiblement gêné, mais présent. Quand est venu son tour d'ajouter de la terre, il a hésité un moment. « Allez-y », ai-je dit doucement. « La nature pardonne, même quand nous, les humains, avons du mal. » Il a complété le geste et, avant de s'éloigner, a murmuré un désolé, presque inaudible. Ce n'était pas suffisant pour effacer le passé, mais c'était un début. Alors que j'observais cette petite foule rassemblée autour des plants encore fragiles, j'ai compris une vérité profonde. Parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour découvrir à quel point d'autres personnes le valorisaient aussi. Ces arbres coupés n'étaient pas seulement les miens, ils étaient un patrimoine collectif qui, en étant détruit, a réveillé l'esprit communautaire endormi dans le béton de notre copropriété. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, les arbres fruitiers sont encore petits, mais ils poussent fort et sains. Notre copropriété a déjà mis en place la récupération d'eau de pluie, le compostage des déchets organiques et des panneaux solaires qui ont réduit la facture d'énergie de 40%. Le comité de préservation s'est transformé en club écologique Résidence des Lilas, avec des membres de tous âges.
Robert a déménagé il y a 1 an, mais avant de partir, il a fait un don significatif au fonds de durabilité de la copropriété. Un geste tardif de rédemption? Peut-être. Je préfère penser que les graines de conscience environnementale que nous avons plantées ont aussi trouvé un sol fertile en lui. Quant à moi, eh bien, j'ai continué au service de l'environnement pendant encore 1 an et puis j'ai pris ma retraite. Maintenant, je consacre mon temps à donner des conférences dans d'autres copropriétés sur la façon de transformer les espaces urbains en zones plus vertes et durables. Mon histoire est devenue un petit cas de succès municipal. Les enfants de l'immeuble m'appellent « Mamie Nature » et j'accepte le titre avec fierté. Madame Claire Bernard, 84 ans et maintenant 8 chats, est ma compagne inséparable dans ces aventures. Monsieur Gérald Thomas continue d'être concierge, maintenant avec le statut de consultant environnemental et une petite augmentation de salaire que j'ai tenu à faire approuver en assemblée. Et vous savez quoi? Ce désastre qui m'a réveillé, au bruit des tronçonneuses, a fini par réveiller bien plus que mon indignation. Il a réveillé la conscience de toute une communauté sur l'importance de nos choix quotidiens, sur la façon dont chaque arbre, chaque plante, chaque décision apparemment petite peut avoir un impact énorme sur le monde qui nous entoure. L'autre jour, j'ai vu un papillon bleu rare posé sur l'un des jeunes arbres fruitiers. Je l'ai observé pendant près d'1 demi-heure, hypnotisé par cette danse délicate d'ailes sur des feuilles vertes. Et j'ai pensé, combien de batailles dans la vie semblent perdues, jusqu'à ce que nous découvrions qu'elle n'était que le début d'une guerre plus grande. Une guerre que nous pouvons gagner quand nous ne sommes pas seuls. S'il y a une leçon que j'aimerais vous laisser, mes chéris, c'est celle-ci. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une dame aux cheveux blancs défendant ce en quoi elle croit. Et ne coupez jamais, jamais, un arbre sans vérifier si par hasard la propriétaire n'est pas l'adjointe à l'environnement. Croyez-moi, cela peut vous éviter bien des maux de tête et peut-être même sauver quelques arbres centenaires en chemin. Maintenant, si vous permettez, je dois aller arroser mes arbres fruitiers. Ils sont encore jeunes et ont besoin de soins quotidiens. Qui sait? Peut-être que vos arrière-petits-enfants en cueilleront les fruits à l'avenir. Et quand ils le feront, j'espère que quelqu'un leur racontera l'histoire de la vieille têtue qui n'a pas laissé la nature mourir sans se battre. Parce qu'en fin de compte, nous ne nous battons pas seulement pour ce qui existe déjà, mais pour ce qui peut encore exister. Nous ne défendons pas seulement le passé, mais l'avenir, un avenir qui, je l'espère, sera beaucoup plus vert et conscient que le présent que nous avons construit jusqu'ici. Et vous? De quel côté êtes-vous dans cette histoire? Parce que, croyez-moi, il n'y a pas de spectateur neutre quand il s'agit de l'avenir de la vie sur Terre. Chacun de nous est un protagoniste, chaque décision est un chapitre de ce récit collectif que nous écrivons ensemble. Quant à moi, j'ai choisi mon rôle il y a longtemps. Je suis juste une vieille dame têtue qui refuse de voir la beauté du monde être détruite au nom du progrès. Et si cela fait de moi une rebelle aux yeux de certains, alors qu'il en soit ainsi. Il y a pire que d'être une rebelle à 68 ans. Comme disaient les graffitis sur les murs de Paris en mai 68, quand je n'étais qu'une jeune étudiante rêveuse, soyez réaliste, demandez l'impossible. Et qu'est-ce qui semble plus impossible? Aujourd'hui qu'un monde où humains et nature coexistent en harmonie. Mais je crois en cet impossible, et je me bats pour lui tous les jours, un arbre à la fois, une bataille à la fois, un cœur à la fois. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise en toutes ces années, c'est que les changements les plus profonds commencent dans les endroits les plus improbables, comme un immeuble appelé Résidence des Lilas où 3 arbres fruitiers centenaires ont dû mourir pour que des centaines de nouveaux arbres puissent naître. Et ça, mes chéris, c'est une équation avec laquelle je peux vivre en paix.